Voilà, donc à la fin, vous aurez la liste des webinaires que nous avons déjà réalisés. Voilà, certains établissements nous ont demandé de le réaliser en intra voilà, pour leur manager. Donc c'est ce qu'on va faire. Un établissement va réaliser un des webinaires en intra, et puis vous aurez la liste des autres webinaires à venir. Il en reste deux autres, un sur la marque employeur et un autre sur comment remettre ses équipes en mouvement après ce contexte de crise. Et nous continuerons à en publier encore quelques-uns au mois de mai, donc il y en aura d'autres à venir. Donc j'ai coupé, tous les micros sont coupés de tout le monde. Voilà, c'est pour juste éviter les bruits environnement que chacun pourrait avoir dans son bureau, dans son environnement. Ça évite de perturber tout le reste des personnes qui écoutent. Et nous avons aussi coupé les vidéos, les webcams, voilà, pour éviter de prendre trop de bandes passantes et puis que ça ralentisse la présentation. Alors, Alex, tu peux juste passer la slide juste d'après. Ah, alors normalement, ça doit être bon. Toc. Voilà. Voilà, donc c'est pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous avez normalement, en cliquant sur la fenêtre ou en bougeant la souris, voilà une barre d'outils qui s'affiche, et vous avez un icône avec une bulle. En cliquant dessus, ça ouvre un chat et vous pouvez poser vos questions pendant toute la présentation d'Alex Febo. Voilà, vous pouvez poser vos questions, il y répondra donc à la fin de cette présentation, en sachant que s'il n'avait pas pu répondre à toutes les questions, dans ce cas-là, on vous les enverrait par mail avec la présentation d'aujourd'hui, les réponses donc aux questions. Juste un petit mot, je n'ai pas présenté pour les nouveaux qui viennent d'arriver SPH Conseil. Voilà, donc SPH Conseil, nous sommes un cabinet de conseil filiale de la FHF, mais dont les activités sont indépendantes. Et voilà, nous organisons des événements, des colloques, et notre pôle campus donc organise des formations intra-inter, et donc ces webinaires qui font partie de certains parcours de nos programmes intra. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Alex Febo qui va donc démarrer sur sa présentation. Allez, c'est parti. Merci Pascal pour cette introduction. Bienvenue à tous et bonjour à chacun et chacune sur cet espace. Donc je me présente aussi en quelques mots. Je suis Alex Febo, je suis consultant, formateur, j'interviens également dans des séances de coaching individuel, etc. Je suis également art thérapeute à côté de ça. Donc voilà, je suis habitué à une activité en lien avec l'humain en règle générale. Et là, je me fais un peu la main sur cet outil. Donc, je suis ravi de vous trouver aujourd'hui. Je suis pas forcément très à l'aise avec l'outil donc digital à distance, mais comme la saison s'y prête bien, voilà, c'est l'occasion de me jeter à l'eau, donc vivez. Voilà, et donc je suis content de prêter cet exercice-là sur un thème qui est un de mes thèmes fétiches, donc il parle de tension, de situations tendues, donc en règle générale en management et j'allais dire même de manière plus générale. Et donc on va pouvoir suivre ce parcours-là pendant une petite demi-heure, voilà, pour évoquer ces sujets qui semblent vous concerner en ce moment, ou en tout cas qui, j'imagine, relèvent votre intérêt puisque vous êtes là. Donc voilà, donc désamorcer les tensions en situation d'urgence. Alors, bon, nos différents points à aborder, le premier va être celui-ci, donc assumer son management sans autoritarisme, donc comment prendre ses responsabilités, identifier les rôles joués dans le désaccord, ou comment rester objectif dans une situation donnée. Et troisième point, savoir sortir d'une situation tendue, donc comment recréer de la qualité relationnelle dans la durée avec son équipe. Voilà, donc 3 points que nous allons suivre au fil de la conférence, du webinaire donc suivant. Voilà, alors déjà manager dans l'urgence, donc voilà, on va prendre le temps d'un petit topo sur qu'est-ce que c'est que manager dans l'urgence concrètement. Ben, on va parler de choses très concrètes là maintenant, et évoquer les pouvoirs, ou en tout cas les fonctions, enfin la fonction managériale avec ses différents pouvoirs. Donc, je vais aborder un point un peu théorique dans un premier temps, ou quelques points théoriques avant de passer à des choses plus concrètes.
Mais déjà sur ce point théorique, élément essentiel, en tant que manager, vous avez la possibilité donc de faire usage de deux différents pouvoirs. Ce qu'on va appeler d'une part le pouvoir de position, que vous trouvez ici en bas à droite, en vert, qui vous est donné donc par l'organisation, la structure dans laquelle votre structure d'appartenance, votre management hiérarchique qui vous dit, bah voilà, tu vas être manager de telle ou telle équipe. Et donc ce pouvoir de position va vous donner la possibilité de récompenser, de sanctionner, de donner des ordres, des directives. Et évidemment, quand vous en faites usage, vous avez un management qu'on va qualifier, dans le bon sens du terme, de plutôt autocratique. Alors autocratique, ça veut dire quoi? C'est pas, on parle pas ici de tyrannie, de dictature, mais on va parler plutôt de autocratique, c'est-à-dire de faculté à donner des directives. Dans cet état-là, vous faites exercice de votre autorité. Voilà, donc ça c'est le premier pouvoir, le pouvoir de position, celui qui vous est donné par l'entreprise, par la structure, l'organisation, le milieu hospitalier, quel qu'il soit. Voilà. Deuxième type de pouvoir, le pouvoir donc on va appeler le pouvoir plutôt personnel, qui lui va laisser davantage d'espace de liberté aux collaborateurs, qu'on va retrouver dans un management plutôt démocratique, c'est-à-dire un pouvoir personnel qui va s'appuyer sur de la confiance, votre faculté à bâtir la confiance, votre faculté à mobiliser donc des équipes, à soulever et à à déployer de la coopération dans une équipe, à impliquer les uns et les autres. Donc c'est un management qui s'appuie beaucoup plus sur ce qu'on appelle en anglais les soft skills, c'est-à-dire des compétences douces, on va le traduire de manière tendre, on va dire, et qui vous est donné par votre équipe. On va vous reconnaître ce pouvoir personnel, c'est pas quelque chose qui vous est donné, c'est quelque chose qui vous est reconnu. Alors évidemment, dans l'urgence, dans une situation d'urgence, il est beaucoup plus difficile et délicat de faire usage de son pouvoir personnel, puisque l'urgence suppose qu'on doit prendre une décision rapidement, et donc rapidement suppose de faire état de votre autorité, ou en tout cas de prendre la décision, et une décision donc qui s'appuie sur votre pouvoir de position. Donc s'appuyer sur votre pouvoir de position va vous permettre donc d'être dans une action plus urgente, qui potentiellement, et c'est j'imagine pourquoi vous êtes là aujourd'hui, peut générer donc des résistances, des désaccords et donc de fait des tensions. Voilà. Donc juste quelques points clés pour détailler ce qu'est le pouvoir de position. Voilà, à développer. Alors qu'est-ce qu'on va chercher à développer quand on est dans le pouvoir de position? On fait état de règles du jeu, on donne des consignes claires, on prend des décisions, des sanctions qui peuvent être des sanctions positives, d'accord? Ça va être vraiment important, c'est-à-dire valoriser, reconnaître, donc donner des points du feedback, ce qu'on va appeler du feedback aussi en management, et donner des signes de reconnaissance. Et évidemment, à éviter, dans le cas de figure du pouvoir de position, tout ce qui tourne autour de l'affectif, de la manipulation, de la menace, faire usage d'un abus de pouvoir de position, de la pression, de la démagogie, des choses qui relèvent davantage d'un abus de pouvoir. Ça, c'est pour le pouvoir de position. Et ensuite, donc, si on considère le pouvoir personnel, cette fois-ci, à développer, on va chercher à développer, donc à accueillir les initiatives, la prise de risque, valoriser les propositions des personnes, développer les compétences, favoriser la coopération, la prise de décision, anticiper sur des difficultés, reconnaître le droit à l'erreur aussi, ça va être important aussi, savoir juste accepter, accueillir le droit à l'erreur et vérifier la satisfaction des besoins des uns et des autres dans l'équipe. Voilà, tous ces éléments-là qui vont contribuer à bâtir une équipe qui se sent en confiance, avec des gens qui se sentent en confiance et donc plus aptes à faire face à des situations données. Et évidemment, à éviter absolument que tout ce qui tourne autour du pouvoir personnel, recourir à la domination, manifestement, laisser le collaborateur en zone de risque, c'est-à-dire dans une situation dans laquelle il est inconfortable, il se trouve en inconfort, intervenir à l'inverse dans sa zone de compétence, c'est-à-dire lui couper l'herbe sous le pied avant que lui-même ait pu agir et faire ce qu'il sait bien faire finalement. Réagir vite, surtout sans arrêt, ce qu'on va appeler du surcontrôle. Refuser des faits, ça manifestement c'est clair que ça contribue à bâtir plutôt de la méfiance que de la confiance. Émettre des jugements de valeur et rejeter ou ignorer les ressentis des collaborateurs. On en reparlera un petit peu plus loin. Voilà, donc ça c'est pouvoir de position, pouvoir personnel. Voilà, l'idée c'est donc de pouvoir s'appuyer sur les deux en temps normal
et manifestement dans une situation d'urgence, de pouvoir recourir davantage au pouvoir de position pour ensuite savoir revenir sur du pouvoir personnel. Et cultiver le pouvoir personnel régulièrement de manière à, de temps à autre, pouvoir avoir un management très directif, si nécessaire, pour éteindre un feu. Il y a le feu dans la maison, donc on doit agir là rapidement, et donc on peut s'autoriser un management plus directif, qui évidemment va générer des tensions, mais en tout cas moins de tensions que si je ne fais usage que de pouvoir de position. Voilà. Alors, ça, je ne vais pas trop vite, hein. C'est vraiment, je continue. En tout cas, si vous êtes perdu, faites-moi signe dans le chat. Voilà, je vais continuer donc avec le slide suivant. Alors, bon, le bon sens paysan. Voilà, juste quelques mots sur le bon sens paysan. Hein. Tout simplement, il y a un désaccord qui émerge. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On cherche à clarifier la situation. Alors, c'est bête comme chou, tout ça, mais bon, c'est quand même important de le rappeler. Quelques questions basiques à se poser avant de commencer. Voilà, ou en tout cas dès que possible, hein. Quand même la situation d'urgence ne le permet peut-être pas dans l'instant, au moins en tout cas prendre le temps de se poser après, a posteriori, avec ces différentes questions. Bon alors, comment? Comment l'autre me parle-t-il? Comment travaillons-nous ensemble? Tout ce qui a trait à la question comment. Qui est concerné par cette tension, ce désaccord qui émerge là? Quoi? Que dit-il? Que dit l'autre en face? Que fait-il? Combien, à quelle fréquence se répète la situation? Où, c'est-à-dire où cela s'est-il passé, quand le désaccord a-t-il eu lieu, pourquoi cela me pose-t-il difficulté, et enfin, quelle est la situation de désaccord sur le plan plus global. Donc ça fait référence à un acronyme hein, que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, CQ, c'est occupé, donc ils font référence à toutes ces questions, là c'est qui, quand, quoi, où, comment, combien, pourquoi, c'est-à-dire ces questions de base qui permettent de traiter le problème à la base, de le prendre à la base. Alors, manifestement, dans une situation d'urgence, c'est clair que vous n'avez pas le temps de vous poser pour réfléchir comme ça. Bon, sachez le faire a posteriori, en tout cas, et prenez ce temps-là de réflexion pour pouvoir ensuite mieux réaborder le problème dans un deuxième temps, si nécessaire. Alors, quelques mots également de communication au sens général, hein, tout simplement pour aussi, parce que ça va avoir une incidence forte dans une situation de tension, de conflit, en règle générale. Donc, bon, comment nous percevons la réalité? Qu'est-ce que nous percevons de la réalité? Le désaccord, manifestement, et d'ailleurs je vous ai mis un lien là-dessus sur une vidéo que vous pourrez regarder à l'issue de la conférence sur justement la perception et les différents cadres de référence. Voilà, nous n'avons pas tous la même manière de percevoir la réalité. Vous l'avez sans doute déjà remarqué comme moi, les situations qui peuvent être des situations de tension, voire de conflit dans un deuxième temps, émergent souvent de ce point de départ-là, qui est une différence de perception de la réalité. Donc quand j'envoie un message ou je vis une situation, j'émets donc ce message que je renvoie vers un destinataire, et ce destinataire, lui, donc le petit 2, là, va traiter l'information. Le problème, c'est que ce traitement-là va se faire à travers ses propres filtres, et ces filtres qui vont être constitués de ses croyances, de ses valeurs, de ses différents critères à lui, donc son origine socioculturelle, par exemple, ses filtres sensoriels également, qui peuvent être également en jeu, hein, son éducation, ses expériences, hein, tout ce qui a trait à sa manière de percevoir la réalité qui va être influencé par les différents filtres qu'il peut avoir donc intégrés. Alors évidemment, ça c'est le deuxième temps, arrive ensuite le troisième. Alors qu'est-ce que c'est que le troisième temps? Eh bien, une fois qu'il a reçu le message, traité le message, évidemment, ça va avoir une conséquence sur lui. La conséquence, c'est un ressenti, une émotion, un vécu. Un même message va avoir être perçu différemment d'une personne à une autre en fonction de sa manière on disait, hein, de son milieu socioculturel. Par exemple, dans du management multiculturel, ça peut avoir une incidence très forte, mais aussi tout simplement d'un moment à un autre dans la journée. Le même message va avoir une portée différente sur un collaborateur, un agent qui va être plus en situation de stress ou qui ne l'est pas, ou en fonction de sa manière de percevoir, de sa manière d'être plutôt en relation avec sa propre hiérarchie, par exemple, son histoire vis-à-vis de l'autorité, par exemple, ça peut avoir une incidence très forte. Donc tout ça va avoir comme conséquence un vécu émotionnel, et évidemment, donc ce qui va suivre, c'est la réponse comportementale, le 4,
qui va être donc d'un point de vue verbal, qui va se faire d'un point de vue verbal manifestement, ça c'est très clair, avec un message en retour, voire une absence de message, si, c'est-à-dire que peut-être il ne va rien dire, ça va être le non-dit, qui va se faire également au niveau paraverbal, dans le ton, la manière de dire les choses, c'est-à-dire ce que je vais entendre de son message, comment il va le dire, à quelle hauteur de voix, quelle tessiture, débit, etc. Et puis d'un point de vue non verbal, manifestement, c'est clair qu'un même message dit en souriant ou en fronçant les sourcils n'a pas la même portée. Voilà, donc tout ça, ça va avoir une incidence très forte dans la manière de percevoir les choses sur une même réalité. Nous allons percevoir des messages à hauteur différente. Et donc tout ça, c'est bien ce qui qualifie le fait que nous sommes dans une science qui n'est pas une science exacte, c'est-à-dire une science douce, hein, comme je le disais, ce que les Anglais appellent les soft skills. Voilà. Et donc c'est difficile d'émettre des vérités toutes faites qui sont valables absolument dans toutes les situations, ce que vous rencontrez sur le terrain. C'est ce qui rend la gestion de l'humain si complexe. Alors du coup, bon, le désaccord émerge. Puisque le désaccord émerge, différents types de réactions. Voilà. Donc, possiblement, en général, 3 types de réactions qui reviennent très souvent, hein, qui sont, hop là, pardon, je suis allé trop vite, ce qu'on appelle des positions de vie, c'est-à-dire comment je vais me positionner par rapport à l'autre. Donc, je suis en désaccord avec l'autre, possiblement, ce qui va émerger, c'est la position de vie plus-moins. En règle générale, je ne vais pas me laisser faire, je ne suis pas d'accord, donc je vais avoir tendance à rivaliser. Je veux imposer mon point de vue, je veux gagner sur l'autre d'une certaine manière. C'est cette position-là, c'est-à-dire celle qui se trouve ici en haut à gauche. Une des possibilités. Autre possibilité, c'est la position moins plus, dans laquelle cette fois-ci je vais céder et je vais considérer que ce n'est pas grave si je perds. Le problème, c'est que si je reste longtemps dans cette position-là, je vais avoir une forme d'amertume, de frustration, et donc ça va avoir aussi des conséquences dans la durée, sur la vie de l'équipe, sur ma perception de mon manager possiblement, ou de mes collègues éventuellement, en fonction de la situation. Nous avons également une troisième possibilité, une position moins, qui se trouve ici, donc c'est-à-dire une tendance à fuir, dans laquelle je considère que moi je perds, tu perds aussi, bon, tout le monde est perdant dans cette histoire-là, et c'est valorisant pour personne, c'est pas constructif du tout, on a perdu du temps, voilà, tout le monde se désinvestit. Alors, en management, évidemment, il va être essentiel de considérer que ces 3 positions-là peuvent avoir, en tout cas, être rencontrées par moment, mais qu'elles ne peuvent pas être durables dans la durée, en tout cas, elles ne sont pas à cultiver. Celles que nous allons chercher à cultiver et à développer au maximum dans le conflit, dans la situation de tension et conflictuelle, c'est quoi? C'est la position plus. Vous voyez arriver, évidemment, avec cette position dans laquelle on va chercher à collaborer, à négocier, à travailler ensemble, dans laquelle tout le monde peut sortir la tête haute d'une situation de désaccord. Alors, qui nous amène à la posture, au slide suivant, qui qualifie donc les différentes postures qui vont découler de cette position-là. Si on considère d'une part ma propre satisfaction ici, sur la gauche, donc avec une satisfaction basse ou une satisfaction haute, et la satisfaction de mon interlocuteur en bas, avec la satisfaction basse à gauche et haute à droite, ça nous amène à ces différentes postures. On pourrait qualifier ici de posture qui fait référence donc aux attitudes vues précédemment. Donc, je vais possiblement être dans la domination, si je suis dans la satisfaction haute, mais que je ne considère pas la satisfaction de mon interlocuteur. Dans l'apaisement, à l'inverse, si je considère uniquement sa satisfaction, mais pas la mienne. Dans le retrait, si nous perdons tous les deux. Dans la négociation, comme je vous le disais tout à l'heure, si nous cherchons tous les deux à sortir la tête haute. Et au milieu de tout ça, le consensus mou, hein, d'une certaine manière, le compromis, qui, au final, tente de satisfaire les uns les autres, mais qui, possiblement, ne satisfait vraiment personne non plus. Voilà, mais en tout cas, qui permet de sortir au mieux d'une situation tendue. Alors tout ça, ça demande du temps aussi, ce qui peut se faire dans la durée. On va réfléchir aux avantages des uns et des autres et des inconvénients. Et après ça, nous rentrerons dans des situations plus concrètes. Voilà. Donc, en quelques mots sur la domination, vous voyez, donc les inconvénients de la domination, c'est que ça génère soumission, rancœur, passivité du collaborateur en retour et risque de rupture de la relation. Voilà. Il peut y avoir de l'amertume,
Bon, dans le management, c'est pas, enfin, en tout cas sur le long terme, ça peut avoir des conséquences. Les avantages également, bah, évidemment, c'est celui qui est prédominant dans l'urgence, hein, la rapidité. On peut agir vite, donc prendre la domination, en tout cas chercher à entrer dans cette posture-là en recourant à un management plus directif dans l'instant, ça a quand même un avantage de la rapidité, la facilité également, et quelquefois renfort de son propre pouvoir de position d'une certaine manière, hein, on est considéré tel quel, hein. Donc voilà, des avantages quand même à ne pas négliger. L'apaisement, bah, évidemment, si je suis manager et que je suis dans l'apaisement, je vais être perçu comme quelqu'un potentiellement faible, entre guillemets, en tout cas quelqu'un qui redoute le conflit, qui va fuir le conflit. Je vais avoir un management nourricier, c'est-à-dire très très bienveillant et qui ne va pas au-devant des situations problématiques. Donc dans la durée, ça va aussi avoir des conséquences néfastes. Et l'avantage, c'est que je vais sécuriser la situation à court terme, je vais améliorer la relation aussi. Ça va être important en tout cas. Le retrait, cette fois-ci, ben, le retrait comme pour la domination, hein, ça crée frustration et rancœur, mais pour les deux parties, d'une certaine manière. Avec un avantage qui va être la réflexion des deux parties. Donc le retrait, il peut être utile, hein, il va être utile, on y reviendra, dans une situation dans laquelle vous pouvez remettre à plus tard la solution à un problème. Et ça peut être même utile de s'y prêter parfois. En tout cas, quand votre agenda, j'allais dire le planning vous le permet. Donc il permet la réflexion des deux parties et donc programmation possible d'un nouvel entretien. Le compromis ensuite, ben, le problème du compromis, c'est qu'il peut être perçu comme une forme de négociation sur les positions, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une forme de marchandage, vous savez, une posture c'est un peu péjoratif, mais marchand de tapis, vous voyez, voilà, personne ne sort vraiment gagnant, et donc les solutions sont parfois peu innovantes. Les avantages, évidemment, c'est qu'on témoigne ainsi de notre volonté d'aboutir à un accord pour l'avenir, et donc nous témoignons aussi de notre volonté de sortir du conflit. Évidemment, ce qui va être le plus important et qui va demander possiblement du temps, qui vient donc en contradiction avec une situation de travail dans l'urgence, c'est la négociation, celle vers laquelle vous allez devoir tendre, évidemment, donc inconvénient investissement temporel, et mise également entre parenthèses du pouvoir de position. Pourquoi ? Pourquoi mise entre parenthèses du pouvoir de position? Ben parce que là, vous ne montrez pas seul décideur en fait. Vous montrez, donc vous appliquez le collaborateur. Dans les avantages, vous voyez, le collaborateur est co-responsable de la solution, donc il va être mobilisé également pour trouver la solution avec vous. Maintien de la relation et donc la solution qui va être cette fois-ci une solution qui va être à long terme et qui va être une solution innovante, bien souvent, puisqu'elle mobilise, elle est impliquante pour les uns et les autres. Donc voilà, tout ça sont des apports théoriques de base hein, sur des éléments de gestion des tensions qui peuvent permettre de prévenir le conflit et du coup qui vont être importantes. Alors je vois une question là tout de suite sur la frontière entre négociation et compromis. Donc je prendrai les questions au fur et à mesure. Je vais juste en 2 mots répondre à celle-ci, mais je prendrai les questions plutôt à la fin, et là je vois celle-ci donc j'en profite. Bon, la frontière elle est théorique en fait, hein. On n'a pas je veux dire, c'est difficile de trouver une science, on n'est pas dans une science exacte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la négociation, on est sûr que les deux parties sont convaincues d'être gagnants. Les deux sortent gagnants et gagnants de la situation de négociation, alors que dans le compromis, bon, tout le monde peut être plus ou moins perdant, hein. Donc c'est le principe du consensus mou, hein, qui peut faire qu'au final, personne n'est vraiment content, donc on n'est pas forcément en accord. Donc voilà, je pourrais aller plus loin, en tout cas, s'il y a d'autres questions, allez-y. Je suis vraiment resté sur quelque chose de très théorique là pour l'instant. On va rentrer dans une considération plus concrète, hein, à partir d'éléments très pratico-pratiques, puisque je sais que c'est ce que vous attendez. Donc ces bases sont posées. Et du coup, j'ai besoin de mon collègue pour me donner la répartie. Voilà, mon Pascal qui doit être quelque part. J'espère qu'il la voit. Je vois que son micro est coupé. Mais c'est bon. Voilà, ah oui, Alex. c'est bon. Super, oui, oui. Donc on peut être du coup dans une situation. Donc je vous explique la situation, hein. Voilà, je suis manager et vous allez imaginer que donc Pascal est mon agent. Et en fait, voilà, nous sommes dans une situation un peu complexe. Et donc, Pascal, je voudrais te voir quelques instants. Tu es disponible? Oui, c'est bon. Oui.
Ok. Écoute, je voudrais donc te voir 2 minutes. Je sais que nous sommes dans une situation, dans une période d'urgence, hein, et donc nous allons obtenir les renforts qu'on attendait. Et donc c'est pour cette raison-là que je voudrais te voir une fois encore, hein. J'ai besoin de toi pour reconsidérer ton emploi du temps. Je vais devoir le Ah modifier. non, 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 je t'arrête. Non, pas encore. Attends, écoute, j'en ai marre. C'est toujours moi, quoi, qui dois me sacrifier pour l'équipe. Ah ouais, mais non, Non, parce que là, ouais, non, j'en suis déçu, là. C'est toujours on moi. Demande à quelqu'un d'autre. on n'a pas le choix, Pascal. C'est que voilà, je vais devoir. Ben ouais, mais demande, toi, t'es à Sophie, là. Elle dit toujours non. Elle, tu pourrais lui demander. Moi, c'est encore moi qui vais devoir me sacrifier. Ok. Pause, merci Pascal, voilà pour la répartie. Donc, voilà, situation très concrète qui possiblement, j'imagine, ou probablement vous parle, en tout cas que vous avez probablement rencontré également. Alors, dans cette position-là, qu'est-ce que je fais? Je fais une demande à Pascal. Et Pascal, donc, si vous avez bien écouté et bien entendu ce qu'il a dit, hein, il a dit ça tombe encore sur moi, etc. etc. Et donc, Pascal est en train tout simplement de rentrer dans ce triangle. Vous avez peut-être entendu parler déjà du triangle dramatique de Stephen Karpman, hein, mis au point donc, par ce psychologue américain. Alors ce triangle est ou on va dire plutôt Stephen Karpman est un vrai génie, hein, puisqu'il a mis au point ce triangle qui est très basique, très simple à expliquer, même un enfant de 7 ans peut le comprendre, et en même temps il est très subtil. Il est très subtil, pourquoi? Parce qu'il a plusieurs, comment dire, plusieurs qualités, en tout cas, et notamment une qualité de base, c'est que les rôles sont interchangeables. Vous voyez les flèches dans le centre là, qui expriment bien le fait que ces différents rôles sont interchangeables. Alors on va parler de rôle, hein, de rôle donc avec des majuscules. C'est pour ça qu'on a mis un P majuscule à persécuteur, une majuscule à sauveur et une majuscule à victime. Et évidemment, il nous arrive d'être victime. On va parler de statut provisoire, qui est un statut normal, mais ce qui va qualifier la victime ici dans le triangle dramatique, c'est que la victime ici se considère ça comme un statut permanent. Alors c'est quoi un statut permanent? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui subit, qui se plaint et qui s'apitoie sur son sort. Si vous entendez ce que vient de dire Pascal à l'instant, Pascal il vient de dire d'une certaine manière non, ça tombe encore une fois sur moi, etc. etc. Et donc, quelqu'un qui pourrait être là-dedans dans ce type de disque rayé pourrait être quelqu'un donc, qui s'apitoie sur son sort, qui joue le rôle de la victime. Évidemment, s'il rentre dans ce rôle-là, il fait une invitation à son interlocuteur à rentrer également dans le triangle. Et ici, l'invitation pour moi pourrait être de rentrer en tant que persécuteur. En tant que manager, je pourrais finir par dire à Pascal, écoute Pascal, il n'y a que toi qui m'embête comme ça dans l'équipe, les autres, ça ne se plaignent pas, ils sont volontaires, ils agissent, etc. On est dans la crise, on doit agir rapidement, on y va. Et donc, si je fais ça, qu'est-ce que je fais? J'ai accepté l'invitation de Pascal, c'est-à-dire l'invitation à rentrer cette fois-ci dans le rôle du persécuteur. Qu'est-ce que je fais? Ben, je mets mon masque de bulldog là, et je critique, j'ironise, je dévalorise, etc., etc. Et donc, dans la durée, manifestement, vous voyez que ça va avoir des conséquences, tout ça. Donc, dans l'urgence, évidemment, ce réflexe peut être rapide, hein, ce jeu psychologique, puisqu'on l'appelle un jeu psychologique. C'est un scénario répétitif et contre-productif dans lequel on va se fatiguer, s'épuiser et qui va nous solliciter beaucoup et dépenser beaucoup d'énergie. Personne ne va en sortir grandi et manifestement en management, c'est un gros problème dans la durée. Donc notre idée, évidemment, c'est d'en sortir au mieux. Alors, j'ai évoqué les rôles de persécuteur et victime, il reste un troisième rôle. Vous voyez le rôle du sauveur, et la nature a horreur du vide. Le rôle du sauveur ici, pour moi, dans une situation comme ça aurait aussi pu être de dire à Pascal, écoute Pascal, si c'est ça, je sais que tu as besoin de ceci, enfin, tu as tel et tel besoin, je vais t'accorder et je vais possiblement te faire telle et telle faveur. Et donc là, je pourrais être dans le rôle de sauveur, puisque je lui donnerais des choses qu'il ne m'a même pas demandé, qui pourraient me mettre en difficulté vis-à-vis du reste de l'équipe. Bon. Ce qui est intéressant également, c'est de considérer la présence d'autres personnes qui vont aussi remplir les vides. Donc, qui vont prendre le rôle du sauveur vis-à-vis de Pascal, peut-être, qui vont dire, mais oui, Pascal est victime, c'est vrai que c'est toujours à lui que tu demandes. Mais aussi, possiblement, qui vont peut-être me voir moi en tant que victime, moi, manager, et dire, Pascal, il abuse, il est encore une fois en train de demander des faveurs, etc. C'est pas possible, c'est toujours en train de se plaindre, etc. Et donc, tout le monde est invité à rentrer dans ce triangle.
Ce triangle nous fatigue beaucoup. Alors sur le plan professionnel, manifestement, c'est clair, dans des situations d'urgence, de tension d'urgence, mais aussi, vous le voyez bien, sur le plan perso, etc. Il s'applique à de nombreuses situations de notre vie en général. Donc comment on en sort? Parce que c'est bien beau tout ça, cet élément de diagnostic est important, mais comment on sort de ce triangle-là? Bien, plusieurs points. Déjà, 3 éléments pour vous donner des combines pour ça. Sortir du triangle dramatique. Donc, premier point, déjà, poser des questions. Au persécuteur, on va lui demander tout simplement, qu'est-ce que tu souhaites quand tu me dis ça? Qu'est-ce que tu souhaites quand tu formules telle et telle critique? Au sauveur, à celui qui vient offrir son aide là où on ne lui a pas demandé, on va le remercier pour son conseil. On va tout simplement, écoute, je te remercie beaucoup pour ton conseil, je vais y réfléchir et je prendrai ma décision en conséquence. À la victime, en quoi puis-je t'être utile concrètement? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ça, je suis d'accord pour t'aider sur ce point-là, là, je ne ferai pas. Et donc ici, un focus particulier sur des questions à se poser, pour ne pas tomber dans le rôle du sauveur en général, puisque nous sommes souvent invités à tomber dans ce rôle-là, a fortiori dans le domaine, dans des milieux dans lesquels on est dans le soin aux autres. Voilà, et donc ça va vous concerner aussi beaucoup, vous allez peut-être vous y retrouver, mais j'allais dire de manière très générale, en fait, 4 questions à se poser. 1. L'autre m'a-t-il ou m'a-t-elle demandé de l'aide, concrètement? 2. Ai-je envie de l'aider ou bien est-ce que c'est mon devoir de l'aider? C'est une question importante à se poser aussi. 3. Est-ce que j'en ai les compétences? Il s'agit de faire une opération à cœur ouvert alors que j'ai aucune compétence chirurgicale. Si ce n'est pas le cas, évidemment, je vais devoir être vigilant. Et 4, est-il ou est-elle prêt à faire plus de 50% du travail demandé? C'est-à-dire, est-ce que le contrat est clairement établi entre nous, que c'est pas moi qui fais tout le travail, mais que ce travail-là est soigneusement réparti entre nous? Voilà, donc ça va être très utile pour nous, j'allais dire en règle générale, sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Vous voyez que ça s'applique aussi à notre vie perso, notamment avec les enfants, par exemple. Bon, sortir du triangle dramatique, deuxième point également, écouter vraiment, prendre vraiment le temps d'écouter. C'est quoi écouter vraiment? C'est respirer calmement, si je sens que je m'agite, et si c'est possible, évidemment, remettre la discussion à plus tard avec donc, le retrait, comme on l'a évoqué. Reformuler les points clés de ce que l'autre a dit, puisqu'il aime bien savoir qu'il a été entendu. Donc voilà, les basiques de la reformulation, c'est quand même important de les rappeler. Et surtout, reformuler également son vécu émotionnel. Point important ici pour aller chercher un oui, tout simplement. Quand tu dis ça, est-ce que tu veux dire que toi tu es inquiet? Est-ce que tu veux dire que tu es contrarié? Est-ce que tu veux dire que tu es 3 petits points? De manière à pouvoir obtenir son adhésion. Ensuite, se montrer empathique, évidemment. Distinguons ici l'empathie cognitive, c'est-à-dire comprendre le point de vue de l'autre, de l'empathie d'un point de vue plutôt affectif, qui va consister à comprendre son vécu émotionnel. Et donc, pour cela, il va falloir prendre le temps de se mettre à sa place, c'est-à-dire tenter de répondre au mieux à ces 3 questions ici. Que fait-il ou que fait-elle dans son environnement? Qu'est-ce qu'il ou elle peut penser? Et qu'est-ce qu'il ou elle peut ressentir, cette situation-là? Parce que être empathique, c'est aussi, surtout, montrer que je le suis. Comment est-ce qu'on montre qu'on est empathique? Donc en reformulant, comme je vous le disais un peu plus haut, le vécu émotionnel de l'autre, en s'interdisant des fameux oui mais systématiques, oui mais ceci, oui mais cela, qui vont en appeler d'autres évidemment. Et pour vous aider aussi, rappelez-vous que c'est pas parce que vous êtes empathique que vous êtes forcément d'accord. On a le droit d'être empathique sans être d'accord. Manifestement, c'est clair, c'est la différence entre comprendre et accepter. Et juste à respecter le point de vue de mon interlocuteur, est-ce que cela peut générer comme émotion chez lui ou chez elle? Voilà, donc deuxième point, élément de réponse. Et troisième élément de réponse ici, voilà, le desk. Alors vous avez probablement déjà entendu parler du desk, c'est possible, c'est quand même, c'est une formule assez connue, qui est un peu, j'allais dire, un peu scolaire dans la récitation, mais qui demande à être maniée, digérée pour bien la sortir de manière très fluide, plutôt en tant que réflexe. Donc entraînez-vous au desk lorsqu'il y a peu de charge affective, et tout simplement, une réponse en 4 étapes. 1. Décrire les faits. Écoute, lorsque je vois, lorsque j'entends, je remarque, je constate que 3 petits points, ou qu'il se passe ceci ou cela dans mon environnement, je me sens pas à l'aise. C'est le deuxième point. J'exprime mes émotions, mes besoins. Et éviter ici tout ce qui va charger l'autre, évidemment, avec les tu ne me mets pas à l'aise, évidemment, on est d'accord. Donc je ne me sens pas à l'aise, moi je vois là ce dont j'ai besoin. Ce qui me tient à cœur ici dans cette situation, et c'est pour ça que j'insiste, c'est 3 petits points.
ce qui compte pour moi, ce qui compte pour l'équipe, etc., etc. Donc, exprimez vos émotions et vos besoins. Troisième point, suggérer une solution. Donc, j'ai pensé que j'ai réfléchi, je te propose ceci ou cela. Voilà. Et conclure. Et conclure, évidemment, c'est réfléchir à ce qui va vous permettre d'être dans la négociation dont on parlait tout à l'heure, vous vous rappelez, c'est-à-dire d'être dans le plus-plus, qui permet à l'autre de gagner, à vous-même de gagner, peut-être au groupe de gagner aussi. Cela me permettra ceci, cela me permettra cela, cela va te permettre à toi de, 3 petits points, ou cela me permettra en équipe de faire ceci ou cela. Et terminer par, voilà, qu'en penses-tu? Ou bien je compte sur toi. Voilà, donc ça c'est donc pour la troisième étape, troisième solution, troisième manière de sortir du triangle. Donc avec ces éléments-là, vous avez déjà beaucoup d'éléments de réponse. Alors vous avez peut-être déjà eu connaissance de ce tableau si vous avez suivi d'autres webinaires ou peut-être dans d'autres formations, mais voilà, important juste de faire un petit focus sur les émotions, le vécu émotionnel pour cultiver une bonne hygiène relationnelle dans l'équipe. 3 points clés, 3 éléments clés. Alors, ça va être quoi? C'est un premier point, répondre aux besoins qui sont liés aux émotions. Alors, on considère que nous avons 4 émotions de base. Colère, peur, tristesse et joie. Et donc, tout simplement, c'est considérer les besoins du collaborateur. Alors, je vais aller assez vite, hein, je ne vais pas tout lire parce que je vois que le temps passe. Tout simplement, je vais juste vous donner ces besoins-là, garder en tête les réponses managériales appropriées. Si vous regardez bien les réponses appropriées, en règle générale, dans tous les cas de figure, c'est de l'écoute. À chaque fois, de l'écoute. Colère, peur, tristesse et joie également doivent être écoutées, quelle que soit la situation. Et donc, en fonction de la situation donnée, eh bien, montrer de l'énergie si c'est de la colère, savoir s'excuser si c'est nécessaire. Voilà, vous voyez dans cette colonne-là. Si c'est de la peur, expliquer, informer et donner du sens. Si c'est de la tristesse, comprendre, impliquer et également, de nouveau, donc je vous le disais, écouter. Voilà. Et surtout, s'il y a de la joie à un moment donné, sachez féliciter, confirmer et se réjouir. Point suivant, je vais aller plus vite. Pour bien maintenir une belle hygiène relationnelle dans l'équipe, hein, soyez jardinier. Alors, c'est quoi être jardinier? C'est penser à arroser les fleurs et pas sans cesse chercher les mauvaises herbes à arracher. Alors, c'est quoi? Arracher les mauvaises herbes, c'est passer son temps à voir ce qui ne va pas bien. Alors qu'arroser les fleurs, c'est prendre le temps de valoriser ce qui va bien. Donc, tournez-vous vers ce qui fonctionne bien et valorisez vos collaborateurs. Ça vous permettra, dans une situation de tension, d'être plus incisif. Et ça passera mieux, même si vous devez être directif à un moment donné, parce que l'urgence vous le réclame. Au moins, si vous prenez le temps de cultiver une bonne hygiène relationnelle en temps normal, ça passera beaucoup mieux. Et enfin, un dernier conseil de base, tout simplement, qui se résume en une phrase toute simple de Madame Kataria, qui est de Yoga du rire. Nous ne rions pas parce que nous sommes heureux, mais nous sommes heureux parce que nous rions. Voilà, prenez le temps de rire, déjà vous-même, prenez soin de vous. Évidemment, c'est devenu, en tout cas, c'est très en vogue en ce moment, cette phrase-là, prendre soin de vous, prenez soin de vous, et c'est tant mieux. Mais c'est également valable, évidemment, dans les équipes. Prenez le temps de rire avec vos équipes. Quand on rit avec nos collaborateurs, avec nos agents, on gère les conflits, on gère les tensions différemment une fois qu'on a pris ce temps-là pour prendre le temps de partager avec eux. Et donc, ça, c'est une belle leçon notamment des pratiques comme le yoga du rire, qui permet de bien lâcher prise et de se réconcilier avec les différentes émotions. On a le droit de vivre des tensions, on a le droit d'être en tension par moment. Et si on a pris le temps de se reconnecter à la joie régulièrement, on pourra mieux vivre les autres. Donc voilà, donc quelques éléments d'hygiène de base, tout simplement. Et maintenant, donc, une petite synthèse très brève pour terminer là-dessus. Donnez du sens à votre management directif. En cas d'urgence, donnez du sens. Là, on n'a pas le choix. Il y a un feu à éteindre, on va très vite. Donc, je donne les directives. Paf, paf. Et là, vous êtes directif. Et manifestez aussi régulièrement que possible des marques d'empathie dans votre équipe. Deuxième élément, prenez des temps de respiration, de pause en pleine conscience. Vous avez un magnifique webinaire sur le comment se relaxer dans l'urgence qui a été dont vous avez peut-être profité avec ma collègue Guillemette. Voilà. Entraînez-vous à pratiquer le desk dans des situations à faible charge affective. Quand la tension est reposée, c'est le moment de vous entraîner. Entraînez-vous dans des situations plus légères. Vous verrez que ça marche bien, le desk. Mettez les pieds dans le plat au moment propice
Éviter surtout de laisser les non-dits s'installer, c'est-à-dire s'il y a eu des tensions à un moment donné dans l'urgence, on y revient, on en discute et on pratique la communication, ce qu'on appelle la métacommunication. On revient sur communiquer sur ce qui se passe dans le groupe ou ce qui s'est passé dans le groupe. Arroser les fleurs, comme je vous l'ai dit, la métaphore du jardinier, gardez-la en tête, elle est précieuse celle-ci, et riez. Voilà, on ne gère pas les tensions de la même façon quand on a appris à rire ensemble. Voilà, alors je pense que je vais regarder les questions et je vous remercie pour votre attention. J'ai dû prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais voilà, je vais aller parcourir les questions s'il y en a et je suis prêt donc à répondre à vos questions pour ceux qui sont toujours en ligne. Je vous remercie en tout cas de votre attention et j'espère que ça a été suffisamment fluide. En tout cas, je suis preneur de vos retours pour cela. Alors, je prends les questions du chat. Voilà, tac, tac. Je suis au début ici. Qu'est-ce que j'avais? Ouais, la frontière entre négociation et compromis, je l'ai évoqué. Le retrait peut-il être comparé à une étape de prise de recul? Oui, bien sûr. Prise de recul qui peut être nécessaire, comme on l'a dit après, hein, vous voyez. Ce qui compte, c'est de ne pas être dans la fuite permanente, mais savoir peut-être à un moment donné, ou mettre du sens dessus, c'est-à-dire dire, voilà, écoute, là, s'il y a trop de charge affective, c'est pas le moment de discuter, ou c'est pas le moment de mettre la consigne en question, on en reparle à tel moment. Bah, vous voyez, vous autorisez à être directif, à faire usage de votre pouvoir de position. Bon, ensuite, si vous savez régulièrement manifester de l'empathie, manifester de l'écoute, et puis être dans des situations plutôt de négociation à d'autres moments, vous pouvez j'allais dire sans complexe, utiliser le pouvoir de position et vous montrer très directif dans l'urgence en fait. Il n'y a pas de question, en tout cas c'est un bel entraînement managérial aussi, pour savoir se positionner et faire usage de l'un comme de l'autre. Pascal n'a pas été valorisé, alors, pardon, j'ai perdu, dans sa dispo précédente. Exactement, bien vu, c'est parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui quand on le sollicite. C'est vraiment le type de la situation. Exactement. Oui, c'est bien vu, hein. Bon, c'était une micro-mise en situation pour illustrer, mais bien sûr que, et merci de le dire, je crois que c'est Pascal qui le dit justement, peut-être s'est-il reconnu. Voilà, je suis complètement d'accord, hein, bien vu, hein. En effet, valoriser pour la disponibilité, bien sûr. Tac, 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 tac. Merci. Mais la dernière slide, on n'a pas la série. Ben oui, bien vu. Est-ce que vous avez besoin de... Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous faire rire? Je vais vous conseiller une vidéo qui s'appelle Bodhisattva dans le métro. Vous tapez fou rire dans le métro. Je ne l'ai pas noté d'ailleurs dans les dans les liens, mais allez sur YouTube et tapez fou rire dans le métro, vous trouverez une vieille vidéo qui s'appelle Bodhisattva dans le métro, et vous allez voir, c'est très drôle. Voilà. Tac, tac, tac. Très bien. Je crois que on est bon. Je crois que je ne vois plus de questions. A priori. Tac, tac, tac. Mettre la slide de fin. Ah oui, il reste une slide. Je pense ici. Voilà, voici. Et voilà, quelques liens. Donc ça, vous les trouverez sur le document que je vais vous faire, que nous vous ferons parvenir. Donc, et voici donc les webinaires. Voilà. Alors Pascal, je vois que tu n'as pas de micro, hein. Je ne sais pas si tu souhaites reprendre la main ici. Non, bah écoutez, pour l'instant, on vous remercie à tous pour votre participation. Et puis, voilà, on reste à votre disposition. Vous avez aussi les coordonnées d'Alex Febo si vous avez besoin de lui poser des questions plus précises ou qui vous viendraient en tête après ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Nous nous tenons aussi à votre disposition. Si vous souhaitez que ces webinaires-là ou d'autres webinaires, vous souhaitez qu'on les anime en intra dans vos établissements, il n'y a pas de souci, c'est aussi possible. Voilà, et puis on vous donne rendez-vous pour ceux qui se sont inscrits aux 2 prochains webinaires et puis aux autres qui sont en cours de préparation. Et on ne manquera pas de vous informer sur les prochains.
Donc le prochain, c'est vendredi, communiquer sur sa marque employeur dans ce contexte de crise. Et puis le 30 avril, comment tirer parti des expériences et se projeter dans l'avenir. Voilà, eh bien écoutez, on vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.